ça bouge, mais ça ne change pas. On a vraiment l'impression on est tous dans le même sac. Maintenant, le temps est compté. Non, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Cette crise financière marque la fin d'un monde. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. La crise écologique est là, la menace climatique est là. La nature est une ressource qu'on croyait éternellement abondante. Ce n'est pas vrai. Les fleuves, les eaux, les montagnes, la terre deviendra verte. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous dans le monde prestigieux des idées. La question, c'est que faudrait-il pour que l'humanité modifie ses habitudes? Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Yes, we can. This is just another lost cause, Mr. May. I have a dream. C'est l'amour, la force qui nous rend pleinement humains. Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux pour ce dernier débat. Des rencontres capitales organisées notamment en partenariat avec le journal La Provence. Il y a d'ailleurs parmi vous plusieurs dizaines de lecteurs et internautes de La Provence que je salue. Je vous rappelle que nous sommes diffusés en direct sur France 5, Curiosphère TV, et je sais que c'est un site qui est très regardé depuis 2 jours. On est regardé notamment depuis Liège en Belgique, depuis Saint-Étienne, et puis de toute la région provençale. Et ce débat sera rediffusé sur LCM et sur le site internet de La Provence, laprovence.com, ce soir, demain, voilà, dans les jours à venir. Alors dans ce dernier des 24 débats, nous allons nous aussi travailler avec vous à construire le monde de demain, en tentant de marier progrès et humanisme. Pour cela, nous avons réuni une série de questions qui nous ont été transmises par des étudiants et par de jeunes chercheurs. Nous y ajouterons bien sûr vos questions, et je crois qu'elles risquent d'être nombreuses, vu la qualité du plateau de spécialistes présents ce soir. Alors, je vais vous les présenter rapidement. À ma droite, Yvon Berland, président de l'Université de la Méditerranée et chef du pôle uronéphrologie et transplantation rénale des hôpitaux de Marseille. Le professeur Berland est aussi le grand spécialiste des questions de démographie médicale en France et il est pressenti, ce n'est un secret pour personne, pour présenter la future grande université d'Aix-Marseille qui verra le jour au 1er janvier 2012. À côté de lui, le professeur Jean-Michel Dubernard, professeur de médecine en urologie à Lyon, pionnier de la transplantation d'organes, en développant en particulier une technique originale de greffe du pancréas. Mais le professeur Dubernard est mondialement connu pour avoir réalisé la première greffe de la main en 1998, puis la première double greffe bilatérale des mains et des avant-bras en l'an 2000. Ajoutons, et c'est important pour notre débat, que le professeur Dubernard, vous avez siégé pendant une 20aine d'années à l'Assemblée nationale. Laurent Et alors, voilà, la transition est faite toute naturelle avec le professeur Laurent Lantieri, qui est chef du service de chirurgie plastique de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors, il fut le premier médecin au monde à réussir une greffe complète de visage en juin 2010, c'est tout récent. Il a à ce jour réalisé 5 greffes totales du visage en déclarant, moi j'ai bien aimé ce que vous avez déclaré dans l'Express, j'ai redonné figure humaine à ces personnes que la maladie ou les accidents de la vie avaient rendues monstrueuses et j'en suis fier. 4e intervenant, ici à ma gauche, le biologiste Jacques Testard, est un spécialiste de la procréation naturelle et artificielle. Il est le père scientifique du premier bébé à éprouvette français né en 1982. C'est un chercheur engagé qui a créé la Fondation Sciences Citoyennes dont l'objectif est de permettre à tout un chacun de se réapproprier la compréhension des grands débats scientifiques. On est justement présent pour cela ce soir. Et puis Jean-Didier Vincent, vous êtes neurobiologiste, professeur à l'Institut universitaire de France et à la Faculté de médecine de Paris-Sud. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Votre spécialité, c'est la neuroendocrinologie, c'est-à-dire l'étude des interactions entre hormones et systèmes nerveux. Enfin, vous êtes l'auteur d'un best-seller qui s'appelle La biologie des passions. Alors voilà pour la présentation de ce plateau que j'ose qualifier d'exceptionnel.
pour un sujet qui ne l'est pas moins, qui est à la fois stimulant, riche de promesses pour l'avenir des hommes, pour notre avenir, mais aussi effrayant quant aux possibilités de dérapage. Alors nous allons en parler tout de suite. Notre débat s'intitule donc « Transplantation, génétique, connaissance du cerveau, jusqu'où peut aller la médecine ?» Alors si la loi doit bien sûr s'adapter au progrès de la recherche, elle doit aussi en fixer les règles, notamment en matière de recherche biologique, de procréation, de dons d'organes ou de produits du corps humain. En mai 2011, les députés révisent les lois de bioéthique. Les recherches à des fins thérapeutiques sur l'embryon sont interdites, les mères porteuses également. Pourtant, selon des scientifiques, les recherches sur les cellules souches embryonnaires pourraient être la solution permettant de guérir des maladies jusqu'alors incurables. Autre prouesse médicale, les greffes de main ou de visage. Ici, le rôle et la responsabilité d'un chirurgien du visage sont sans arrêt soumis au questionnement éthique. Quel sera l'avis de leur patient avec son nouveau visage? Alors, première question à Jean-Michel Dubernard et Yvon Berland. Guérir, on a un petit Larsen là, guérir l'ensemble des maux humains, est-ce un mythe? Est-ce un mythe, une folie ou une réalité prochaine, professeur Dubernard? On aurait pu commencer par Berland. Non, simplement, moi, je rêve de guérir l'ensemble des maux humains. Mais le rêve, c'est mon imaginaire individuel, à moi Dubernard, d'accord? Et mon imaginaire individuel, il faut qu'il rencontre l'imaginaire collectif, le mythe. Ça, je suis d'accord pour le mythe. Pour que naisse une vérité ou une innovation. Et dans le cas particulier, mon imaginaire individuel ne rencontre pas l'imaginaire collectif. Notre imaginaire collectif ne rêve pas de guérir tous les maux. En plus, il faut avoir, le moment venu, une intuition. L'intuition est un mécanisme psychologique clair maintenant, c'est connu. L'intuition, c'est pas le hasard. L'intuition, c'est une mécanique. Et donc, pour moi, je suis bloqué dans ce domaine, je ne crois pas que c'est possible. Pour moi, pour revenir un peu en arrière, mon imaginaire individuel, mon rêve, il est différent, même s'il fait partie de l'ensemble de l'imaginaire collectif qui traverse le temps. L'imaginaire collectif, ce sont les gènes. Votre papa, vous êtes la moitié de votre papa, de votre maman, la moitié de votre papa, de votre maman, et tout ça, ça se modifie à peine. Et ces gènes, ces structures traversent le temps. Alors, elles ont dans leur imaginaire des choses très précises. Faire une greffe de visage ou de main, c'est quelque chose que vous trouvez dans toutes les mythologies classiques, grecques, romaines. On ne retrouve pas, on retrouve pas guérir tous les maux dans la mythologie. Et c'est quand même très, très, très intéressant parce que ça explique que cette notion de vie éternelle liée aux gènes a beaucoup de signification, même si on peut discuter, c'est une projection vers le futur ou des souvenirs du passé. Mais puisque vous voulez mettre les choses à un niveau philosophique, je les mets à un niveau philosophique. Merci. Alors, on va continuer avec professeur Berland. Justement, professeur Berland, est-ce que, par exemple, dans votre centre de transplantation rénale, vous pensez qu'un jour, vous arriverez à guérir l'ensemble des maux? Alors, Max a mis ça sous un angle philosophique. Moi, je vais être beaucoup plus pragmatique. Et donc, il n'est pas chirurgien. Non, il n'est pas chirurgien. Un grand médecin. Et donc, je ne pense pas pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la vie génère des pathologies, parce que les prises en charge même que nous avons à notre disposition génèrent également des pathologies. L'environnement dans lequel nous sommes génère des pathologies. Les conditions de vie dans lesquelles nous sommes génèrent des pathologies. Et je ne crois pas du tout qu'il arrivera à un moment donné où nous aurons la possibilité de prendre en charge sur le plan thérapeutique tous les maux et toutes les maladies qui sont connues ou pas connues. Alors, bien évidemment, la connaissance, la recherche fait évoluer les choses. Il y a quelques années, Max opérait les estomacs et les enlevait pour des ulcères. Aujourd'hui, on n'enlève plus les estomacs, on n'enlève plus les duodénums, mais on donne un antibiotique.
parce qu'on a compris quel était le mécanisme qui était à l'origine des ulcères de l'estomac. Et puis dans les maladies rénales, puisque vous l'évoquiez, on connaît bien par contre un certain nombre de mécanismes pathologiques qui sont à l'origine de certaines maladies, mais on n'a pas pour le moment la possibilité de trouver des thérapeutiques. Ceci étant, pour répondre une fois encore à votre question, je ne crois pas du tout qu'on arrivera un jour ou l'autre à prendre en charge toutes les maladies et toutes les pathologies. Et finalement, eh bien, on forme des étudiants et on va continuer à en former parce qu'on en aura besoin encore beaucoup de médecins, de chercheurs pour prendre en charge tout ça. Alors, merci professeur Berland. Je vais continuer avec le professeur Lantieri et puis ensuite Jean-Didier Vincent en vous posant la question, est-ce qu'on doit se fixer des limites à l'idée de tout guérir et selon quels critères? Alors d'abord, ça dépend de ce qu'on appelle tout guérir. La médecine, c'est guérir parfois, soulager souvent et réconforter toujours. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut faire la médecine ce qu'elle n'est pas là pour faire. Tous les maux de la société, il faudrait que ça soit médical. Et donc, on vit une véritable médicalisation de la société. Et je pense que c'est extrêmement mauvais. Que ça soit. Alors, on a déjà médicalisé la naissance parce qu'il y avait des pathologies. Maintenant, on veut médicaliser la mort. On veut médicaliser la vieillesse. On veut tout médicaliser alors que ça fait partie de l'évolution naturelle de l'être humain. Et je ne pense pas que notre but en soi, ça soit de tout guérir. Moi, je suis chirurgien plasticien. Mon but, c'est pas de guérir les gens, c'est de leur donner de la qualité de vie. Les greffes de visage que j'ai faites, c'est pour donner de la qualité de vie. Aujourd'hui, je me bats aujourd'hui sur un nouveau combat qui est la reconstruction du sein après cancer. On pourrait très bien guérir tous les cancers du sein. Il suffirait de toutes les jeunes filles de 16 ans de leur enlever tous les seins, ça serait terminé, il n'y aurait plus de problème. Or, c'est pas vraiment ça le but. Le but, pour moi, aujourd'hui, c'est qu'on guérit des cancers du sein, mais on en laisse des séquelles. Et mon but, c'est de soulager ces séquelles, c'est de soulager ces patients. Donc, tout vouloir guérir est un mythe aussi bien de société qu'un mythe purement organisationnel. Ce n'est pas vraiment le but de notre métier de médecin. Merci de votre intervention. Alors, je me tourne vers Jean-Didier Vincent. Que répondez-vous quand on vous pose cette question des limites? Oui, je suis branché là? Oui, ça marche. Ok, écoutez, moi je suis en train d'explorer les limites justement, puisque je viens d'écrire un livre sur voyage en transhumanie. Ce voyage en transhumanie est en réalité une exploration du nouveau monde des technologies et d'un bouleversement, un tête à queue, si je puis dire, global en ce qui concerne le sens de la médecine, qui a substitué à la philosophie médicale qui venait de Francis Bacon, essentiellement, dont la finalité était de soulager et de réparer, ce qui est la définition qui semble régner entre nous, pour préparer l'existence d'un homme augmenté. Voilà, ceci a été généralisé sous la bannière du transhumanisme, mais en réalité, ce transhumanisme qui n'est qu'un groupe de pression qui, aux États-Unis, mais en Europe maintenant, agit pour favoriser ce qu'on appelle les technologies convergentes. NBIC, dans le jargon, le sigle anglo-saxon, où c'est très développé, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'informatique et les technologies du cerveau, avec l'idée que la convergence de ces 4 technologies qui ne restent plus isolées dans leur champ disciplinaire, comme c'est la tradition universitaire dans nos pays, mais qui travaillent ensemble, qui ont des grands communs, vont multiplier de façon exponentielle le pouvoir de création, d'invention de ces technologies. Et parallèlement à ça, ce programme qui a été initié dans les années 82 officiellement par le président Bush, qui est pourtant un conservateur, un fiefé conservateur, qui est porté à l'époque sur 4 milliards de dollars au début pour initier cette recherche, a été récupéré partiellement par les grands laboratoires de recherche anglo-saxons, avec une prédilection pour 2 domaines, c'est la santé et la guerre. Et c'est dans ces domaines qu'effectivement, on voit apparaître le plus de progrès, mais c'est des progrès qui sont fabuleux, dont on est peu informé, notamment en France, où le public scientifique est en général laissé, surtout à l'école. J'ai été pendant 10 ans président du Conseil national des programmes, enfin vice-président et puis président. Et je sais exactement comment, par l'excès de programmes,
on crée des enfants incultes qui ne savent rien finalement quand ils sortent Ils sont seulement préparés pour entrer dans les grandes écoles où ils continueront à ne rien savoir. Je fais des conférences grand public, mais dans des clubs de management et des trucs comme ça, pour gagner un peu, pour arrondir ma retraite, qui est très faible dans l'université, comme vous le savez. Et je rencontre des associations d'industriels, il y en a sûrement dans cette salle, de managers. Et je dois dire que l'ignorance crasse dont fait preuve quelqu'un qui sort du corps des mines, c'est-à-dire un des 10 majors de Polytechnique, c'est quelque chose d'ahurissant. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans le grand public français et il se passe des choses considérables. Voilà. Alors je pourrais répondre à propos de la santé, je pourrais répondre à propos de la guerre, des différentes technologies. Un mot, si vous voulez, sur les nanos, où je vous répondrai à vos questions. Qu'est-ce que les nanotechnologies? Qu'est-ce qu'elles nous apportent? Questions, ça sera intéressant d'entendre le public, et effectivement. Vous vous intéresserez probablement aussi, et mon ami Testard me viendra à ma rescousse pour défendre les biotechnologies, mais lui-même est très réservé sur certaines biotechnologies. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les biotechnologies ont largement, avec les cellules souches, envahi le champ des greffes, le champ de modification du cerveau, par des implants, par toutes sortes de choses qui dépassent beaucoup les biotechnologies, ou tout au moins les implémentent, les augmentent de façon considérable. Ensuite, il y a les technologies de l'informatique. Alors là, on en a parlé dans d'autres tables rondes. C'est absolument fabuleux, les progrès, parce qu'avec les nouvelles, on en reparlera probablement aussi, on a accéléré les électrons d'un coefficient 6, ce qui fait que la résistance s'effondre, la conductibilité thermique est augmentée de façon exponentielle, et ce qui va changer, les transistors vont apparaître comme la hache de pierre dans le domaine de la communication. Je ne vous parle pas des terabits et tous ces trucs qu'on arrive à obtenir, les ordinateurs quantiques, etc., grâce à ces nouveaux matériaux. Et il reste le cerveau, alors je me le réserve pour les questions que vous me poserez par la suite. Voilà, ceci étant, je voulais dire que le livre que j'ai écrit avec Geneviève Ferron se place dans une perspective apocalyptique. Je ne suis pas un prophète, mais si on examine les différents champs, je dirais que ça va très très mal, et qu'on est un peu dans la situation de Noé quand on lui a dit « ça va pleuvoir, ça va déborder ». Et à ce moment-là, il y a le premier exemple de forçage technologique, c'est la construction de l'arche. Eh bien, il est peut-être nécessaire, et c'était Converging Technology, ils étaient 4 frères, ils ont tapé avec des pointes et des clous, tout ça, ils sont arrivés à faire quelque chose qui flottait. Mais, revers de la médaille, Converging Technology, le charpentier et le forgeron. On construit une croix et on crucifie le Christ. Vous voyez, il y a les deux versants. Alors, moi, je vous propose, professeur Vincent, peut-être qu'on revienne aux questions sur le cerveau et à notre débat, parce que nous avons peu de temps. J'ai laissé le cerveau de côté, parce que le cerveau, il fait partie des Converging Technologies, et l'Apocalypse mérite qu'on parle de ces cavaliers, car ils galopent au grand galop. Voilà. Hein. Alors, il y en a 4 là aussi. Voilà. Alors, je vous propose qu'on y revienne dans un petit moment aux 4 cavaliers. Alors, avant de prendre vos questions, donc préparez-vous, ça va être à vous. Je me tourne vers Jacques Testard en lui posant une question très simple. On tartine à longueur de temps sur l'éthique, mais qu'est-ce que l'éthique dans le domaine scientifique ? Alors, pour le chercheur, il y a deux façons de voir l'éthique. Il y en a une qui est partagée avec beaucoup d'autres métiers, les enseignants, les médecins, beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle la déontologie. C'est-à-dire d'avoir un comportement qui soit conforme à des règles qui sont spécifiques du métier dans lequel on agit. Bon, cette déontologie, elle est indispensable. Elle est souvent bafouée, hélas, actuellement avec la compétitivité des chercheurs bien institués. On a des fraudes assez fréquentes, de plus en plus, je crois. On a des interprétations flatteuses des résultats pour obtenir de nouveaux crédits, ainsi de suite. Bref, des mauvaises pratiques. Et puis, il y a l'autre aspect de l'éthique qui est un peu négligé, c'est la responsabilité. Parce que le chercheur est à l'avant-garde de ce qui va se faire demain. C'est lui qui est en train de fabriquer matériellement les technologies qui vont faire que nos enfants vivront d'une certaine façon. Donc, il a une responsabilité particulière dans la société et pour ça, il faut qu'il se conforme à quelque chose. Alors, à des choix de société, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, par exemple, en bioéthique, il y a les lois de bioéthique. Bon, ça peut faire un repère. Elles ne posent pas énormément d'interdits, mais quelques-uns quand même. Mais il doit aussi se référer
hélas, aux discussions qu'il peut avoir dans son environnement professionnel, familial, amical, parce que quelquefois, il se doute que les travaux sur lesquels il est en train de s'activer peuvent présenter des risques pour la santé, pour l'environnement, pour l'espèce. Et à ce moment-là, il est obligé de prendre une attitude. Alors souvent, le chercheur nie cette responsabilité. Il dit, moi, mon boulot, c'est de chercher, je suis payé pour chercher, la société se débrouillera avec ce que je trouverai. Donc c'est un peu dommage parce que, comme je dis, le chercheur étant à l'avant-garde, c'est lui qui voit le premier et il vaudrait mieux qu'il prenne sa responsabilité plus tôt. Le chercheur est un citoyen, il n'est pas seulement un technicien de laboratoire. Donc il doit assumer cette responsabilité. Moi, je dois dire que ça m'a coûté assez cher qu'en 1986, j'ai refusé de travailler dans une certaine orientation qui s'est développée en dehors de moi, c'est normal, qui était le tri génétique des embryons produits par fécondation in vitro. Ça m'a valu mon laboratoire et pas mal de choses. Et à ce moment-là, j'avais inventé une expression, je revendiquais une éthique de la non-recherche. Voilà. Merci, c'est clair. Alors si vous pouvez, oui, vous pouvez bien sûr réagir si vous le faites en quelques juste secondes. Rebondir sur le fait que tu as été viré parce que tu avais bloqué certaines recherches. Moi, j'ai été élu à l'Académie pontificale, mais je n'ai pas eu le nihil obstat du pape parce que j'avais fait, notamment à Rome, un exposé sur les cellules souches. Comment ? Des protestants ? Ou des protestants, des juifs. Il y a même pratiquement... les plus redoutables intégristes sont d'ailleurs les méthodistes américains qui occupent une position très forte à l'Académie de la vie, qui est l'Académie intégriste, qui est concurrente de l'Académie pontificale. Ok, allez, on continue. On va vous donner la parole tout de suite. Mais moi, je souhaite poser une dernière question peut-être à Jean-Michel Dubernard et Laurent Lantieri. Vous avez vu qu'ils sont très, très synthétiques et très concis dans leurs réponses. Quels sont les progrès qu'on peut attendre en matière de greffe dans les 10 années à venir ? Attendez, les progrès dans les 10 années à venir, ou dans les 20 années à venir, ou les 30 années à venir, on les connaît. Ils sont inscrits, c'est ce que disait M. Testard, ils sont déjà inscrits dans la recherche. Moi, je pense que, bien sûr, à court et moyen terme, mais la notion de tolérance, d'amélioration des traitements est quelque chose qui doit apparaître, sauf que je parle sous le contrôle d'Yvon Berland, ça fait 30 ans ou 40 ans ou 50 ans même qu'on tourne autour de ça sans que ça débouche réellement, même si ça progresse lentement. Moi, les progrès, je les vois dans deux directions. Je les vois dans la fabrication d'organes. C'est-à-dire fabriquer à partir de cellules souches prélevées chez un individu. Alors ça peut être des cellules souches qu'on a conservées. Là, même M. Testard me dira que la morale qui est... Non, moi, l'éthique, pour moi, c'est la science de la morale. Et je vois les barrières à ce niveau-là. Je dirais que ça peut poser des problèmes, ce qui est vrai, et il y a des débats à ce sujet, mais actuellement, on peut très très bien prélever les cellules souches chez le même individu et imaginer que les cellules souches pluripotentes induites, par exemple, qui sont des cellules qui se présentent chez l'adulte, qu'on puisse reprogrammer. Juste un mot à propos d'éthique. Le seul problème, c'est les cellules souches embryonnaires qui exigent de détruire un embryon. Les cellules d'adultes, IPS. Non, mais c'est pour ça que je parlais d'embryon, parce que chez l'animal, on fait tout ça avec l'embryon. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, et j'ose pas dire, il y a eu une réunion importante à Paris la semaine dernière, mercredi dernier, il y a 2 jours à laquelle je participais, mais je ne veux pas dire où, monsieur, où on a vu le cœur fabriqué. C'est chez le rat, chez le porc et chez l'homme en Espagne. C'est l'Espagne, c'est ce petit pays. Le foie fabriqué chez le rat. Le rein ébauche de fabrication chez le rat lui aussi, et le poumon. C'est-à-dire qu'à partir de matrices, on prend un rein, on le décellularise, on enlève toutes ces cellules, et on réinjecte des cellules, alors chez l'animal c'est relativement facile, qui vont le recellulariser, le repeupler et avoir les mêmes fonctions. On y est presque. C'est quelque chose qui va se développer dans les 10, 15 ou 20 ans. Mais si je dis ça, ça peut paraître surprenant, mais est-ce que vous savez que, par exemple, aux États-Unis, vous savez, ce pays où ils font de la recherche, où ils sont vraiment pas bons, ils ont un système de santé et d'éducation catastrophique, mais il y a 5 essais cliniques actuellement en cours de route chez l'homme. Fabrication d'urètre, c'est-à-dire le canal, on peut faire l'urtère et la vessie. Et il y a des essais cliniques, avec pour l'urètre, publication dans le Lancet, 6 ans de recul, et ça marche parfaitement, à partir de cellules élevées chez le même individu.
Fabrication de vagins pour les petites filles qui naissent avec des atrésies vaginales. Là, c'est assez facile, mais on leur transforme la vie. On est là pour soigner, pour aider la vie des gens. Troisièmement, fabrication d'artères. Quatrièmement, de ménisques, ça marche un peu moins bien, et de cornée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. L'ingénierie tissulaire, elle est là. On est très en retard dans notre pays, mais on va faire à l'Académie de chirurgie, cette petite académie de trucs, une séance en avril sur l'ingénierie tissulaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà présent se trouve la fabrication d'organes. Et si vous me permettez, si on va un tout petit peu plus loin, avec ces histoires de reprogrammation, naissent des choses qui sont inscrites dans notre imaginaire collectif, dans celui de nous six, ici, de toute la salle. Est-ce que quand on a quelqu'un qui s'est coupé la patte, est-ce qu'on se dit, est-ce que ça ne pourrait pas repousser? Moi, depuis que je suis petit, ma mère me disait ça, les lézards, on leur arrache la queue repousse. Les salamandres, on leur coupe une patte ou l'œil, ça repousse. Par quel mécanisme? C'est de la folie furieuse, c'est du débile du Bernard Délire, monsieur le journaliste. Allez voir Nature. Tu es un être un peu plus complexe qu'une salamandre. Il y a des trucs dans Nature. Là, dis pas que je suis urologue, hein, d'accord. Dans Nature, récemment, il y a eu un article, des gens travaillent, et on retombe sur la même chose, c'est-à-dire que chez ces animaux, ce qui se passe, c'est que les cellules se reprogramment, et refont et redeviennent des trucs. Donc on est dans un... C'est pour ça que j'attaquais, moi, avec l'imaginaire collectif. Le mythe, c'est pas de ma faute, si j'ai parlé de ça, c'est lui qui a utilisé le mot mythe. Et à partir de là, on est dans un système où ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, mais c'est pas complètement exclu. Merci, c'est passionnant. Alors, moi, je voulais rajouter justement un mot. Ce qu'a dit Max Dumanin est tout à fait exact. C'est-à-dire que aujourd'hui, la greffe, telle que nous la connaissons, n'est pas celle qui aura demain. Avoir cette conception de dire qu'on va continuer à prendre des organes d'un endroit pour les mettre à un autre endroit n'est pas la conception de demain. Ça paraît très clair. La greffe, telle que nous l'avons vécue depuis les années 50-60, comble un vide d'attente de la médecine régénérative, qui est la médecine de demain, qui est d'essayer, à partir de cellules souches, à partir d'autres éléments, de reconstruire des corps qui ont été détruits, soit par la maladie, soit par une anomalie, soit par un traumatisme. Et c'est vrai que c'est ça qui va arriver demain. Cela dit, entre la cellule souche, qui est totipotente, multipotente, et ce qu'il faut la prendre chez l'adulte, ce qu'il faut la prendre chez l'embryon, enfin tout un débat est derrière, et la reconstruction de l'organe, c'est extrêmement lent, c'est extrêmement long, et il y a encore des années devant nous où nous allons continuer à prendre des organes chez les patients qui sont morts pour pouvoir reconstruire les gens qui sont vivants. Et les progrès seront peut-être plus effectivement dans l'immunologie et aussi dans l'acceptation de la société du fait que nous avons besoin de ces organes pour continuer ces raids de greffe. Jean-Michel Dubernard et moi ne venons pas du même monde chirurgical. Lui est transplanteur depuis des années, et c'est un chirurgien transplanteur. Et moi, je suis un chirurgien plasticien qui est venu vers la transplantation. Mais on voit bien qu'avec ces mondes qui parlent entre eux, eh bien, il y a des progrès dans la médecine qui peuvent se faire. Et Yvon est un néphrologue. Et Yvon est un néphrologue. Mais je parlais simplement de ces mondes qui ne se parlaient pas et qui se parlent, qui fait qu'on progresse dans cette médecine, et que demain, c'est peut-être effectivement avec l'apport des nanotechnologies, de la biologie moléculaire, que nous pourrons faire progresser et voir cette conception de dire quel progrès dans la greffe en tant que tel n'est pas une bonne conception. Merci. Un complément, Yvon Berland, et on vous passe oui, la parole. Je voulais compléter parce que Max donner des perspectives et ça a été un petit peu repris. N'imaginons pas que c'est pour demain matin. Je me souviens le temps où on parlait des xénogreffes, où c'était pour demain matin, et demain matin, les xénogreffes, maintenant, c'est de côté. Donc, soyons très attentifs, il faut encore passer du temps à défendre le don d'organes, le développement des greffes à partir de donneurs vivants, et ne pas perdre les réalités de au moins demain, après-demain, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez ce que xénogreffe veut dire, c'est les greffes à partir d'organes animaux. Et là, il a tout à fait raison. Mais dans ce que je dis, c'est que les matrices pour les fabriquer des reins peuvent être prélevées chez des animaux, sauf que ça conserve ça peut transférer des virus et que ça conserve une antigénicité qui peut être gênante. Merci. Allez, on passe aux questions avec vous. Levez la main. Ce que je vous demande, c'est d'être concis dans vos questions. Voilà, et on va vous répondre. Présentez-vous si vous le souhaitez.
Bonsoir messieurs, Vincent Bousquet. Dans chacun de vos domaines, que vous refuseriez-vous à faire, imaginer, quel que soit le prix, M. Testard, hein, bien sûr. Alors, ils vont peut-être pas tous vous répondre. On va peut-être demander à des greffeurs de répondre. Laurent Lantieri, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes déjà refusé à faire? Oui, on se refuse tous les jours de faire des choses. Le premier principe, c'est en termes de médecine, c'est d'abord ne pas nuire. Donc, lorsqu'on aborde un patient, si on pense qu'on a plus de chances d'être nuisible que d'être bénéfique, on se refuse à faire le soin. Mais d'un autre côté, on a aussi cet autre aspect, c'est pourquoi pas refuser ce que tout le monde dit, il n'y a pas de solution, ce patient est incurable, on ne peut rien faire, il n'y a pas de solution, et essayer de faire quelque chose de nouveau, tout en respectant à la fois l'être humain que l'on traite et les êtres humains en général, est quelque chose d'important. On se refuse à faire des choses, mais on réfléchit comment on pourrait ne pas se le refuser. Comment on pourrait faire ce qui nous est refusé aujourd'hui, ce qu'on se refuse soi-même, pour pouvoir essayer de guérir ces patients. Allez, Jean-Michel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent, mais pour moi, les démarches ont toujours été basées sur la notion de bénéfice et de risque pour le patient et sur l'information du patient. Si une personne est totalement informée, c'était le cas pour ces patients, pour le visage, pour les nôtres, pour les mains, s'il est totalement informé des risques et des bénéfices potentiels, eh bien c'est lui qui prend la décision, point final. Et là, les champions de la morale, les pères de la morale, parce que nous on est très gênés, M. Testard, dans nos vies, dans nos fonctionnements, par un environnement qui fait que innover est de plus en plus difficile dans ce pays pour toute une série de raisons. L'éthique n'est pas la principale, hein, je suis d'accord. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, la base, c'est la personne qui prend ses décisions. M. Testard, est-ce que vous souhaitez répondre à ce qui vient d'être dit? Oui, j'ai à peu près répondu à la question posée. Moi, il y a 25 ans, donc j'ai pensé que le pire qui pouvait arriver avec la procréation assistée, c'était d'œuvrer à un nouvel eugénisme par le tri des embryons sur des bases de plus en plus larges. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, en Angleterre, qui n'est pas un pays de sauvages, on trie des embryons, on fait une fécondation in vitro, on trie des embryons pour éviter un enfant qui louche. Donc il n'y a pas de limite à ce truc-là. Et donc, je n'ai pas voulu travailler là-dedans. Donc, c'est un choix parce que je pense qu'on va vers une société eugénique, malgré le choix que j'ai pu faire personnellement. Ça ne change rien. Et voilà ma réponse. Merci, elle est claire. On va prendre une deuxième question. Allez, on vous écoute. Je ne sais pas où est le micro. Si vous voulez vous lever, voilà, oui, présentez. Je l'ai pris d'office, excusez-moi. Oui, je voulais poser une question surtout à des chirurgiens. Est-ce que c'est possible de nos jours ou dans un proche futur d'arriver à procéder à la transplantation d'un cerveau? Alors, je crois qu'aux urologues, rien n'est impossible, mais Jean-Michel Dubernard va vous répondre. Alors moi, je vais vous dire, madame, j'ai été contacté il y a 10 ans de cela par un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, qui est mort il y a 2 ans, qui était chirurgien à Chicago et qui travaillait chez les primates et qui transplantait la tête du primate à un autre primate. C'est une vieille histoire parce que dans la mythologie, on trouve des têtes partout. On en trouve aussi, les premières ont été faites par Denikov en Union soviétique avec transplantation d'une deuxième tête à un chien. Donc, ce n'est pas le cerveau qu'on transporte, ce qu'on transfère, c'est la tête qui entoure le cerveau. Mais moi, j'ai été contacté par ce monsieur qui m'a dit, ben voilà, j'ai un patient qui est tétraplégique, paralysé des 4 membres, qui est dans un lit depuis 20 ans. Il a toute sa tête, il a réussi à s'organiser pour fonctionner, pour communiquer, il est parfait. Et son foie, son cœur, tout ça se délabre et il cherche un corps, qu'on lui transplante un corps. Alors, non, mais l'histoire est sérieuse. Non, ça vous fait marrer, mais c'est vrai. C'est vrai. Il a publié, il a écrit, il a cherché. Alors moi, je lui ai dit que c'était techniquement faisable, mais que par contre, je me vois mal aller demander au comité d'éthique. Je rappelle Laurent tous les problèmes qu'on a eus. Aller demander le comité même local de Lyon. Alors, ce serait fait jeter. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Vous posez la question, c'est très présent dans votre esprit, et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça arrivera le moment venu, c'est-à-dire au moment où l'intuition, je répète, l'intuition est un mécanisme psychologique très précis. L'intuition dira le moment est venu d'aller dans cette direction avec des méthodes qui sont bien entendu pas celles que un complément rapide avec Laurent Lantieri. Oui, rapide. Votre question, est-ce qu'on pourra transplanter un cerveau? La question, c'est de savoir est-ce qu'on transplante le cerveau à un corps ou un corps à un cerveau. Ça, c'est la première question en termes général.
Et aussi, quelle est la finalité? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Parce que le cerveau ne fonctionne pas? Parce que le corps ne fonctionne pas? Quelle est la finalité? Alors en soi, cette question est une question complètement virtuelle qui n'a pas un grand intérêt. Notre but, c'est de guérir des maladies, c'est de traiter des gens qui ont des problèmes. Lorsqu'il y a une anomalie du cerveau, on va essayer de le réparer. On fait aujourd'hui des greffes de cellules souches dans le cerveau pour les maladies parkinsoniennes, on fait de la thérapie génique dans le cerveau pour les Parkinson, mais en soi, greffer un cerveau, rien que pour faire l'exploit chirurgical, je ne vois pas tellement quelle est la finalité de ça. C'est vraiment ça où Je peux intervenir. Okay. Merci. Allez, je n'avais pas conscience d'être venu à un congrès de chirurgie. Et sur les greffes, je pense que la science, et notamment ces fameuses technologies convergentes dont vous parlez aujourd'hui, fera que dans au moins 50 ans, peut-être plus vite, la chirurgie sera totalement faite par des mains humaines, sera totalement obsolète. Elle sera entièrement automatisée, robotisée, et les questions qu'il lui posera... Ça fait 10 siècles qu'on dit que la chirurgie va se finir dans 2 ans. Arrêtez de dire ça. Nous sommes dans une nouvelle ère, et nous ne sommes pas 10 siècles en avant. On est passé brutalement. Si vous aviez vu la neuroscience, les neurologies, il y a 50 ans, et ce qu'elles sont devenues depuis 10 ans, si vous lisiez un peu, vous ne réaliserez... On ne sait pas lire, monsieur l'académicien. Le chirurgien est resté un barbier, il ne faut pas exagérer. Bon, merci mais je vous provoque gentiment. Revenons à quelque chose. Revenons pas la chirurgie d'aujourd'hui. Revenons à un débat sérieux. Je suis d'accord, les chirurgiens ne sont pas tout à fait des médecins, je suis d'accord. Je suis d'accord avec mon collègue. C'est la notion de greffer un cerveau est impossible à admettre pour la bonne raison qu'un cerveau, c'est une mémoire. Un cerveau a une histoire et il ne fonctionne qu'en tant qu'objet historique. Et vous ne pouvez pas, dans l'état actuel des choses, conserver un cerveau. Dès l'instant où il s'arrête plus de 3 minutes, un cerveau qui n'est plus oxygéné va être en état de mort dite cérébrale. Bon, quelquefois, il n'est pas vraiment mort. Enfin, il y a toute une série de discussions. Mais quand vous prélevez un cerveau, le cerveau est mort. Il perd de ce même coup ce qui fait sa force, ce qui fait sa raison d'être, c'est son histoire. Il est de la première cellule qui va constituer le cerveau jusqu'à la mort du cerveau, c'est une histoire qui continue. Et ça, c'est ingreffable. Par contre, on peut greffer des morceaux de moelle, on peut greffer des nerfs, on peut greffer toutes sortes de choses. Quand j'ai fait, sous le mode comique, cette intervention en disant que la chirurgie serait dépassée, je veux dire qu'aujourd'hui, grâce aux nanotechnologies, je veux dire grâce aux technologies de pointe et tout nouveau matériel et les technologies de l'information et de la communication, on peut faire beaucoup d'opérations à distance et on peut même, dans certains cas, sur les nouveaux guerriers, ça existe, ils opèrent en ce moment et ils sont encore peu développés, mais ils ont une armure où les blessures sont auto-réparables. Ils ont des prothèses et des prosthèses, c'est pas la même chose, qui les accompagnent, qui sont commandées directement par la pensée. On peut commencer à communiquer avec un membre qui vous est ajouté. Donc il ne s'agit plus de réparer ce que savent très bien faire les chirurgiens, il s'agit d'augmenter, il s'agit de modifier et d'augmenter. Alors, quand vous fréquentez les milieux de DARPA, par exemple, qui est la grande institution de recherche de l'armée américaine, vous verrez tout ce qu'on arrive à faire. Notamment, on ne monte plus dans un avion pour aller bombarder. Maintenant, on utilise des drones. Et les drones sont quelquefois en communication, mais d'une très grande précision, grâce à des nano-objets qui transmettent cette information. Le guerrier qui est entouré d'une smart dust, c'est-à-dire de millions de petits récepteurs, va avec ses ordinateurs de bord enregistrer toutes ces données, va être transmettre au drone qui va aller bombarder les cibles. Vous voyez, je veux dire qu'on est déjà très avancé, très avancé dans ces domaines de technologie. Et je pense que plutôt de parler du passé, et je crains d'insister lourdement là-dessus, mais la réparation en salle d'opération avec des instruments chirurgicaux classiques et qui arrivent avec une virtuosité extraordinaire à faire des greffes, et grâce au progrès des produits de l'immunologie, que ces greffes tiennent, c'est bien. Mais on va automatiser tout ça, on va les rendre plus performantes encore, et à un moment donné, les frontières entre la médecine et la technique, l'hypertechnique, vont un peu casser. Allez, pour vous ramener au niveau de la chirurgie, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la chirurgie du gène ?
pour vous ramener à la chirurgie. C'est de la chirurgie, docteur. Alors, professeur, voilà, monsieur Vincent, en 30 secondes, c'est de la chirurgie du en gène. 30 secondes. Bien sûr. Vous dites que c'est l'avenir de la chirurgie, en partie. Mais alors, si vous voulez élargir, mais même le bricolage qu'on fait sur l'homme au niveau des nanotechnologies est une chirurgie. Alors moi, je reprends la parole d'autorité. Non, on passera à votre question tout à l'heure. Excusez-moi, professeur, je vois qu'il est là, qui veut prendre la parole. Vous la prendrez après. On va diffuser un sujet, un reportage du JT de France 2. C'était l'hiver dernier. Une prouesse médicale de l'équipe du professeur Friedman qui pose évidemment des questions éthiques, comme vous allez le voir. Il s'agit de ce que l'on a appelé le bébé médicament, un bébé conçu pour soigner la maladie génétique dont était atteint un autre enfant de la famille. Regardez. C'est la photo du bonheur, ça représente tout pour nous, c'est le changement de notre vie. Ce bébé va peut-être sauver la vie de sa grande sœur, atteinte d'une maladie génétique grave, la bêta-thalassémie. Le sang prélevé à sa naissance dans son cordon ombilical permettra dans quelques mois une greffe sur la petite fille. Il s'appelle Umut, il est né le 26 janvier dernier. Les médecins l'ont choisi alors qu'il n'était qu'un embryon parce qu'il était compatible avec sa grande sœur. Peut-être la fin du calvaire pour les parents d'Umut, dont les 2 premiers enfants subissent tous les mois une transfusion pour survivre. Vous vous faites piquer, vous avez mal, mais nos enfants, ils ont plus mal tellement qu'ils sont habitués à être piqués. Et c'est pour ça qu'il est très très précieux pour nous, Umut. L'histoire de ce bébé commence ici, à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, dans ce laboratoire où il a été conçu il y a 9 mois par fécondation in vitro. Les spermatozoïdes de son père ont été introduits dans les ovules de sa mère. 3 jours plus tard, on a obtenu des embryons. Il a fallu ensuite prélever sur chacun 2 cellules. C'est un geste qui est quand même très stressant parce que vous voyez bien que si on détruit un embryon et que c'est pile celui qu'il fallait, enfin, dont on avait besoin, c'est terrible, quoi. Chaque cellule possède toute l'information génétique concernant l'individu à venir. J'ai aspiré une première cellule et je vais aller en chercher une deuxième. Rien n'est encore gagné. Il faut maintenant analyser les 2 cellules de chaque embryon pour savoir s'ils sont indemnes de la maladie et si l'un d'eux est en plus compatible avec le grand frère ou la grande sœur. Le lendemain, le verdict tombe à l'hôpital Necker. 2 embryons indemnes, dont un seul est compatible avec la grande sœur. Les 2 embryons sont réimplantés dans l'utérus de la mère, car le couple veut absolument un enfant, qu'il soit compatible ou pas. Et coup de chance, c'est l'embryon compatible qui a pris. Pour le grand frère Mehmet, 5 ans, malade lui aussi, il faudra attendre une 2e tentative de bébé médicament de ses parents. La science tentera à nouveau de lutter contre la fatalité. Nous allons donc aborder la 2e partie de notre débat et après l'état des lieux, nous allons évoquer ce qui doit changer. Avec une question tout de suite donc au professeur Yvon Berland. Est-ce que l'organisation de la santé en France permet la mise en œuvre d'une bonne politique de recherche ? Vous êtes justement à l'interface de ce monde-là puisque vous êtes à la fois un médecin qui dirige un pôle très important et vous êtes un président d'une grande université. Alors, il y a l'organisation de la santé et l'organisation de l'offre de soins et la recherche. S'agissant de l'organisation de l'offre de soins en santé dans notre pays, pour ma part, je pense qu'elle doit être refondée et il y a beaucoup à redire et à refaire et j'essaie de m'y employer parce que je pense que l'offre de soins essentiellement basée sur le médecin est quelque chose qui est dépassé. Il faut faire participer tous les professionnels de santé et pas simplement les médecins à la santé, ce qui est une erreur qui est commise dans notre pays, me semble-t-il. Maintenant, est-ce que l'organisation de la santé est propice à la recherche dans le domaine médical et dans le domaine de la santé ? Tout dépend de ce que l'on entend. Je trouve que la recherche dans le domaine de la santé publique est une recherche qui est
relativement faible, qui doit être bien amélioré. Il n'y a pas les organisations qui nous permettent d'avoir des indicateurs et des clignotants qui s'allument chaque fois qu'un événement se produit. C'est pour ça qu'on met toujours un temps de retard à réagir, et on est plus dans la réaction que dans la proactivité. Ceci étant, pour ne pas donner l'impression que tout ce qui est organisé est négatif, je pense qu'on a quand même une recherche médicale qui est de très bonne qualité. Le prix Nobel que l'on vient d'avoir à Strasbourg le démontre. Simplement, il y a probablement à mieux identifier vraiment les centres sur lesquels il va falloir faire peser l'ensemble des moyens que nous affecterons, et éviter d'avoir une recherche un peu trop disséminée qui est probablement pas assez efficace et efficiente. Jacques Testard, en référence au reportage que nous venons de voir, quels doivent être les critères de choix pour réglementer la recherche ? Oui, d'abord, j'aurais fait remarquer, vous avez présenté le document en disant que c'était une prouesse médicale. Alors, il y a deux éléments techniques dans cet événement. Il y a la fécondation in vitro qu'on sait faire depuis 30 ans et le tri des embryons qu'on sait faire depuis 20 ans. Maintenant, de savoir si on va remettre l'embryon ou pas, c'est juste un problème d'éthique, ce n'est pas un problème technique. C'est un peu comme la gestation pour autrui. On fait la fécondation in vitro, au lieu de remettre l'embryon dans l'utérus de la femme qui avait produit l'ovule, on le met dans l'utérus d'une autre. Mais c'est des gestes, c'est social, c'est pas médical, c'est pas scientifique. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Alors sur cette technique-là, moi, ce que je regrette quand même, c'est qu'elle a occupé l'essentiel des débats de bioéthique il y a 5 ans, enfin en 2005, la révision précédente des lois de bioéthique, on n'a parlé que de ça. Et c'est le seul cas qu'il y ait eu. Voilà, on est en 2011, c'est le seul cas qu'il y ait eu. Alors qu'il y avait beaucoup de sujets dont on aurait pu parler, dont par exemple le tri des embryons, dont on ne parle jamais dans les révisions de lois de bioéthique. On admet que ce n'est pas la peine. Donc voilà, je pense que les problèmes d'éthique ne sont pas forcément où on les met, et je voudrais faire remarquer aussi qu'ils ne viennent pas forcément de technologies sophistiquées. Là, comme je l'ai dit, c'est des techniques qui sont déviés de leur propre usage, à tort ou à raison, peu importe, mais ce n'est pas des techniques nouvelles. Et c'est pareil, je me souviens quand j'ai obtenu le premier bébé en 1993, je crois, par la technique dite ICSI, c'est-à-dire fécondation in vitro, en injectant un spermatozoïde dans l'ovule, parce que l'homme n'en produit que 2 ou 3 qui ne bougent pas. Bon, on peut féconder comme ça. C'est les Belges qui ont fait la première. Et quand j'ai fait ça, on a dit, mais c'est monstrueux. Alors qu'on a fait échapper ce couple à l'insémination avec un donneur, lequel, comme vous le savez, pose beaucoup de problèmes. Il y a maintenant les enfants nés du don, il y en a qui ont 30 ans et plus, et qui sont sur les divans des psychanalystes. Je ne crois pas que les enfants qui seront nés de l'injection du spermatozoïde auront des problèmes particuliers. Merci. Jean-Didier Vincent, quelles sont les grandes maladies sur lesquelles on mène les recherches les plus poussées aujourd'hui ? Je ne sais pas. Dans le cerveau, il y a l'Alzheimer, pour lequel on n'a pas avancé d'un iota. On vient même de proposer de retirer du marché les quelques médicaments qui sont des miroirs aux alouettes, mais qui ne sont pas efficaces. Mais on connaît de mieux en mieux les mécanismes de formation des plaques séniles et des choses comme ça. Donc on progresse, mais on progresse au niveau fondamental, pas encore au niveau thérapeutique. On arrivera peut-être un jour à guérir ce terrible fléau. Il y a toutes les démences, il y a les maladies neurodégénératives, les autres, le Parkinson qui a fait des progrès considérables, notamment par la stimulation électrique. Au début, elle a été mise au point chez le singe dans mon laboratoire, puis Ben Hamid après l'a pris, d'une région subthalamique. Aujourd'hui, on arrivera à simplifier les stimulations électriques des régions précises du cerveau, avec ce qu'on appelle l'optogénétique. Alors, ça veut dire qu'on va injecter dans les neurones qu'on voudra stimuler plus tard des rhodopsines extraits d'algues qui répondent, ou de bactéries qui répondent à une longueur d'onde particulière. Et une fois que le neurone contient cette protéine, qui va être donc transfectée à l'intérieur du neurone, on pourra, avec une petite fibre optique, stimuler. En bleu, on activera une certaine protéine, une forme de rhodopsine. Avec de la lumière jaune, on stimulera l'autre protéine. On pourra soit exciter, soit inhiber la structure de façon
ponctuelle. Donc ça va améliorer beaucoup les thérapeutiques de ces maladies qui sont comme le Parkinson et qui nécessitent, ou les chorées ou les choses comme ça, qui nécessitent de stimuler sur place les neurones de façon avec précision. Mais il faut voir toutes les dérives qui se préparent. On ne va pas recommencer encore l'histoire des lobotomies ou des choses comme ça qui ont fait tellement de dégâts avant la guerre au point qu'on a donné un prix Nobel à quelqu'un qui était un assassin. Mais il faut faire très attention aux dérives parce que ça veut dire que, par exemple, je prendrai l'exemple d'un parlementaire français qui a des petits débordements sexuels dans les hôtels ou ailleurs. Il aurait suffi d'une petite stimulation optique dans une région du cerveau pour arrêter le comportement, parce qu'il pourrait avoir un stimulateur sur lui qui, quand il a une impulsion, il met en marche et il arrête ça. C'est un avenir très... Mais c'est la même chose pour les criminels, pour tous les gens qui sont c'est beaucoup plus efficace que le bracelet de surveillance. Et il peut s'autocontrôler, mais de toute façon, il y a une dérive terrible de ces instrumentalisations du cerveau. Moi, je crois que s'il faut dire aussi qu'on va peut-être faire de gros progrès, notamment avec cette capacité aussi de greffer des puces et toutes sortes de choses qui pourront augmenter les performances. Il y a déjà les rétines artificielles qui arrivent à avoir une définition remarquable. Les sourds, remarquables, ils voient des ombres, ils peuvent suivre des lignes, etc. On a 1000 pixels actuellement, la possibilité pour remplacer les cellules dégénérées. On connaît. Oui, ça marche. Oui, c'est en partenariat avec 3 groupes, 3 équipes. Et il y a les prothèses de cochlée, ou les prothèses, même maintenant, on arrive à stimuler directement électriquement. On réapprend aux sourds. Ça reste de la chirurgie. C'est de la chirurgie, absolument. Et ça a été mis au point par les chirurgiens. Mais c'est les électroniciens qui ont mis au point les choses. C'est un copain qui fait ça. On est mais Sahel, vous savez, c'est un biologiste aussi. Hein. Voilà. Comme quoi, vous allez finir par vous réconcilier avant la fin de ce débat. Il nous reste 35 minutes. Vous si êtes vous le meilleur immunologiste, monsieur. Laissez-moi faire mon amende honorable. Monsieur Bernard est un des chirurgiens qui connaît très bien la biologie et qui l'a utilisé. J'ai le diplôme d'immunologie d'Harvard. Voilà. Alors, voyez, c'est lui qui est le dernier là-bas, qui est peut-être au moins... Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Je peux témoigner. Non, mais il est pas mauvais. On l'a déjà invité, le professeur Lantieri, à Marseille. Il a fait ça le compte. Allez, moi je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions, sérieux, parce que le temps tourne et je crois que c'est le professeur Nardo Vicente. Est-ce qu'il marche? Oui, ça marche. Oui, je suis biologiste marin, mais je m'intéresse beaucoup au progrès de la médecine, comme tout le monde. Je voudrais poser une question très concrète. On se rend compte aujourd'hui que le traitement du diabète insulinodépendant est encore très empirique. Ne pourrait-on envisager de relancer l'activité du pancréas endocrine avec des cellules souches ou bien avec des bactéries que l'on conditionnerait pour fabriquer l'insuline? Allez, Jean-Michel Dubernard. Une réponse très concrète. L'avenir, c'est les cellules bêta du pancréas. Nous, vous savez qu'on a commencé autrefois en faisant des îlots du pancréas isolés, vascularisés, séparés du reste du tissu pancréatique, parce que les îlots qui traitent le diabète ne font que 1% de l'ensemble du tissu pancréatique, qui par ailleurs sécrète un suc digestif très caustique. Donc ça. Mais deuxièmement, je parlais d'ingénierie tissulaire tout à l'heure. On fabrique des cellules bêta et pas encore des îlots, mais les cellules bêta ont besoin d'avoir une relation avec les cellules alpha. Et enfin, parmi les 5 organes qu'on peut fabriquer, il y a le pancréas qui est chez l'animal, qui fonctionne. Donc on est sur la piste. Si, on prend une autre question, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler de quelque chose aux chirurgiens qui reconstitue ou les visages ou les... Un véliplanchiste est attaqué par 3 requins. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, monsieur? Est-ce que oui, vous pouvez merci. Un véliplanchiste est attaqué par 3 ou 4 requins. On rattrape les requins. Enfin, c'est une hypothèse. Est-ce qu'on peut reconstituer le véliplanchiste? Avec les requins? Le professeur Lantieri le peut peut-être. Avec les requins. Écoutez, non, il y a des histoires de chasse comme ça où effectivement il y a une histoire de chasse qui est assez connue et qui m'est arrivée aussi à moi, où une jeune fille s'était fait arracher une partie du visage par un chien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le ventre du chien, qu'on a repris le morceau, qu'on l'a réimplanté, et ça a marché.
Mais enfin, ça, c'est des histoires de chasse, c'est pas ça qui va faire l'avenir de la médecine. Fort heureusement, les véliplanchistes ne sont pas tous attaqués par les requins. Moi, je suis plongeur, je peux vous dire que c'est quand même exceptionnel, les attaques de requins. Les attaques de requins sont liées essentiellement à l'homme qui fait du shark feeding, ce qui fait que les requins viennent au bord et attaquent finalement les plongeurs. C'est la même chose en Afrique. En Afrique, là, il y a actuellement des êtres humains qui ont été attaqués, des pisteurs qui ont été attaqués par des bonobos, qui sont probablement les singes les plus pacifiques de la Terre, uniquement parce qu'il y a eu des braconniers qui ont attaqué les bonobos sont devenus agressifs. Donc on ne va pas essayer de faire de la médecine hypothétique sur des accidents aussi rares. Ça reste que des histoires de chasse intéressantes, certes, pour faire dans Voici, dans Biba ou dans Gala, mais probablement pas pour un débat plus élevé comme le nôtre. Voilà. Et ni dans la Provence. Allez, on prend une question suivante. On vous écoute. Je ne sais pas s'il y a un micro. Allez, on vous écoute. C'est au fond de la salle. Merci. Alain Marc de Lui, le glaneur.info. Je voudrais savoir, l'imagerie médicale a fait beaucoup de progrès dans le siècle dernier. Récemment, on a vu des images qui est beaucoup plus impressionnante de visualisation presque de la pensée. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, quelles seront les évolutions possibles de cette technique. Merci. Monsieur Vincent. Oui, je recuse le terme de pensée, c'est un peu flou ça, le terme de pensée. On ne sait pas trop ce que penser veut dire, comme dit Heidegger. Mais ce qu'on fait maintenant grâce à de la résonance magnétique nucléaire fonctionnelle à très forte définition, on peut localiser avec précision le cerveau en activité pendant un acte donné ou un choix, par exemple. Choisir de voter à gauche ou choisir de voter à droite, vous voyez, par exemple. Ou appuyer sur un bouton à gauche ou appuyer sur un bouton à droite avec un sec. On a fait des expériences en résonance magnétique nucléaire qui ont montré une conclusion très, très intéressante, auquel je m'intéresse beaucoup en tout cas, c'est que ce qu'on croit être un acte volontaire conscient, qui se produit donc lorsque vous faites un choix, vous choisissez de gauche ou le bouton de droite, ou candidat de droite ou candidat de gauche, ce sera le sujet de ma prochaine chronique dans l'Express, mais quel que soit le résultat. Mais ce dont on s'est rendu compte grâce à l'imagerie, c'est qu'en réalité, la décision a été prise quelquefois jusqu'à 1 à 2 secondes avant. On voit une autre région, dans la région pariétale notamment, qui est activée. Le plus souvent, mais en tout cas, c'est quelquefois plus court, mais en tout cas, il y a une précession du fonctionnement du cerveau à la conscience. La conscience ne fait que suivre l'intention que l'on croit être immédiate. Autrement dit, moi j'ai l'habitude de dire la conscience c'est un problème parce que c'est une illusion. L'illusion que je choisis à ce moment-là, si c'est une illusion, c'est en quelque sorte un déni de réalité, une hallucination. Donc la conscience n'est pas réelle, si vous voulez. Donc c'est un peu un jeu de paroles. Je veux dire, la conscience, en réalité, elle existe, mais elle est retardée par rapport à l'action et donc par rapport à la pensée. Vous voyez, toutes ces choses-là, on peut les résoudre aujourd'hui, mais sans abus par l'imagerie du cerveau. Une seconde. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'intuition, parce que ce n'est pas tout à fait par hasard. Ce que je dis sur l'intuition, c'est qu'il y a des publications scientifiques chez le rat et chez les primates qui montrent que l'intuition est la résultante d'un certain nombre d'événements qui sont restés marqués dans le cerveau. On ne va pas rentrer dans le disque dur que représente le cerveau, parce que c'est rien d'autre qu'un disque dur. Merci. On prend une autre question, s'il vous plaît. Si vous voulez vous lever. J'ai de la peine à me vous pouvez. lever. Alors restez assis. Merci. Je m'appelle Jean-Louis Chabrol et je suis parkinsonien et j'ai été implanté. Donc j'ai des électrodes implantées dans le cerveau et un stimulateur, genre pacemaker, implanté dans la poitrine. Ça s'est passé il y a 4 ans maintenant et j'ai sans doute fait beaucoup de progrès. Mais je constate que mes collègues qui sont dans le même cas, qui ont eu finalement la possibilité d'avoir la technique la plus en pointe dans le domaine, pratiquement, ne sont pas forcément heureux. C'est-à-dire que finalement, ce qui me l'a confirmé dans votre entretien, c'est que l'homme, la personne sur laquelle on va travailler, est un outil, est un
un élément qui permet de voir les résultats et les progrès des brillantes équipes médicales. Mais, par exemple, vous parlez de pluridisciplinarité, de multiplicité de personnes autour du malade. Je n'ai jamais vu ça chez les parkinsoniens opérés. Voilà. Vous voyez le sens dans lequel je vais. Je ne vais pas le détailler. Pour aller dans votre sens, on a déjà vu la même chose au moment où on a donné de la dopamine ou de la L-Dopa aux parkinsoniens. C'est le fameux livre de Sachs qui raconte le réveil. Il y a quelques malades qui n'ont pas supporté d'avoir perdu leur symptomatologie, leur rigidité parkinsonienne, cette espèce de fermeture au monde qu'il y a chez ces parkinsoniens post-encéphalytiques notamment. Et ils ne l'ont pas supporté, ils ont demandé à qu'on arrête la L-Dopa et à revenir à leur état antérieur. C'est l'expression d'une chose qui est très ancienne chez les neurologues dans le cerveau. Le cerveau est plastique et il s'adapte. Et quelle que soit la situation, aussi dramatique soit-elle, un cerveau humain va trouver des accommodements, des adaptations aux besoins en activant certaines régions de son cerveau qui ne l'étaient pas, en faisant aujourd'hui on le sait, de la neurogénèse chez l'adulte. Et cette adaptation va provoquer des modifications profondes que lorsqu'on verra supprimer la cause première du Parkinson, il va se sentir inconfortable, il va se sentir désadapté, alors qu'il avait réussi une adaptation sur quelquefois une période de 10 ans. Tout d'un coup, il va se retrouver un peu libéré de ses symptômes qui faisaient partie de sa vie. Voilà, alors, je voulais reprendre ce que venait de dire monsieur. La question est de dire le patient qui a été amélioré, certains ne sont pas heureux. Je vous le confirme, la médecine n'a pas la recette du bonheur. Oui, moi je prenais aussi la question de manière un petit peu plus générale. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on soit, nous médecins, très attentifs à tenir compte de ce que souhaitent les patients. Si je prends un exemple très concret, on voit bien que dans le domaine de l'insuffisance rénale chronique, il y a 2 traitements qui sont à notre disposition, la dialyse et la transplantation. Nous savons, et les médecins et les chercheurs savent, que la transplantation, globalement, transplantation rénale, donne de meilleurs résultats en termes de survie notamment. Mais il faut adapter cette possibilité aux patients auxquels nous avons affaire, parce qu'il y a des patients qui préfèrent rester en dialyse, avoir une vie différente, venir 3 fois par semaine, rencontrer d'autres patients dialysés, pouvoir discuter avec eux, plutôt que d'être transplanté et puis de se retrouver tout seul, sans vie sociale. Donc effectivement, c'est comme ça que j'ai compris votre question. Il faut que nous soyons attentifs au-delà des prouesses techniques et des possibilités, à chaque patient, parce que chaque patient est un patient, est un autre patient, est individuel par définition, et il faut éviter de globaliser nos traitements. Je crois que votre remarque est fort importante. Merci. Alors, on va prendre une dernière question. J'ai besoin que la régie me dise combien de temps il nous reste au total. On va prendre une dernière question avant de passer à la dernière partie de notre débat. Voilà, je ne sais pas où est le micro là. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer, poser une question, ou est-ce que voilà, il y a une dame devant là qui souhaite s'exprimer. Vous pouvez lui donner le micro. Bonsoir, je m'appelle Maryse Demecq et j'ai une petite nièce qui est atteinte du syndrome de Dravet, qui est l'épilepsie myoclonique du nourrisson avec risque d'état de mal. Cette petite fille c'est un gène qui a muté pendant la vie intra-utérine de sa maman, alors que sa maman était jeune, et voilà. Enfin, toujours jeune, bien sûr. Je voudrais savoir, parce que son développement psychomoteur va s'arrêter maintenant. Elle fait des crises d'épilepsie très fréquemment, malgré 4 antiépileptiques qu'on lui a donnés, la dopakine, la micropakine, l'urbanil, et un autre qu'on vient d'adjoindre là récemment. Elle a reconvulsé hier matin. Je voudrais savoir si, avec les cellules souches, on aurait une chance, peut-être. On va vous répondre. Qui peut répondre, Jean-Didier Vincent? Pour l'instant, c'est des formes qui sont assez dramatiques, comme l'hypsarythmie, les choses comme ça. C'est très dramatique. Je ne pense pas qu'on puisse, avec des cellules souches. D'ailleurs, le maniement des cellules souches à l'intérieur du cerveau est en progrès constant, notamment au niveau de la différenciation. On peut reconstruire le trajet de cellules souches même qui sont déjà dans la partie basse du ventricule.
mon élève Liedo peut arriver à les guider avec des substances qu'il injecte à différentes régions du cerveau et les faire mettre à la place où elles manquent. Mais on n'en est pas là, et en ce qui concerne ces gros dégâts qui surviennent très tôt, je suis malheureusement obligé de vous dire que je ne pense pas que les progrès immédiats, si ce n'est des nouvelles molécules qui sont un peu plus efficaces, et puis voilà. Mais pour traiter l'hypsarémie, enfin l'épilepsie elle-même. Et à Marseille, vous avez les meilleurs spécialistes de France et probablement au monde de ces maladies-là. Donc, elles sont sûrement bien soignées, mais malheureusement, c'est terrible pour les parents parce que c'est une contrainte permanente. Donc, vous avez toute ma compassion, mais malheureusement, un présent peu suffisant. Merci madame. Nous allons entamer la troisième partie de ce débat qui va être consacrée aux propositions. Chaque personne sur cette estrade tout à l'heure s'exprimera pendant 1 à 2 minutes pour faire sa profession de foi, en quelque sorte, sur sa façon qu'il pourrait avoir de changer le monde, sur ses envies, sur ses engagements. Mais je ne résiste pas, messieurs Vincent et Testard, à la tentation de vous soumettre la question d'un étudiant qui nous a été transmise donc aux rencontres capitales. C'était la suivante: est-ce qu'un jour la science nous fera vivre jusqu'à 150 ans et est-ce souhaitable? Pour répondre très vite, dans le programme transhumaniste, il parle même d'immortalité pour les postmodernes. Ça veut dire qu'on a toute une série de moyens pour annuler les gènes de mort, les trucs qui coupent les télomères, les trucs comme ça. Tout. On pourrait savoir. Mais c'est tellement fantasmatique qu'il y a un certain nombre de milliardaires américains qui actuellement se font cryogéniser. Hein. Alors, je veux dire que ce n'est pas très ragoûtant. Notamment, un des grands donneurs pour la recherche en transhumanisme, il a donné de quoi construire le laboratoire de philosophie d'Oxford. Il est milliardaire, il a donné ça pour qu'on le cryogénise. Alors, cryogéniser, ça veut dire couper la tête d'abord, parce qu'on peut pas. Il faut d'abord injecter un produit qui va être un préservateur sous pression dès la mort. Et alors, ça veut dire que ce n'est pas du formol, hein, mais c'est quelque chose d'un peu bizarre qu'on vous met dans les vaisseaux. Après, quand on voudra le recoudre, alors c'est là où les chirurgiens seront nécessaires, parce qu'il faudra... Mais ils auront disparu, les chirurgiens. Mais je suis très ambivalent, vous voyez bien. Il va falloir les mettre, il va falloir le recoudre, Mais on ne sait pas comment ça va repartir. Et puis alors, où sera passée sa mémoire pendant qu'il ne servait plus le cerveau? Il va falloir lui implanter électroniquement, l'implémenter comme un transhumaniste qui est capable qui essaye d'implémenter le cerveau avec des anciennes mémoires, etc. Donc il faudra qu'il ait conservé pendant toute sa vie sur des petits ordinateurs, sur des disques, la mémoire de ce qui fait sa vie. Vous lirez la possibilité d'une île de Houellebecq. C'est la meilleure chose qu'on ait jamais écrite là-dessus. Avant de lire Houellebecq, on va écouter Jacques Testard. Je vous propose, justement pour répondre à cette question, est-ce qu'il est souhaitable de toujours reporter l'âge de la mort? Bon, d'abord, il n'y a aucune raison qu'un biologiste ou n'importe quelle personne ait une réponse pour toute l'humanité. Donc, je voudrais dire que quand on parle de ça, on mélange deux choses. On mélange l'immortalité, on a beaucoup parlé du clonage il y a quelques années. Là, il y a une pause, mais ça reviendra. Donc l'immortalité, dont a parlé un peu Jean-Didier Vincent, avec le fait de congeler les gens en attendant qu'on soit capable de les faire vivre pour toujours, à mon avis, c'est vraiment pas un but qu'on peut se fixer. Et puis, il y a le vieillissement. Alors le vieillissement, c'est autre chose. Il n'est pas contraire à la nature humaine. La nature humaine, elle n'est pas faite pour vivre un certain temps. Elle est faite pour vivre d'une certaine façon, éventuellement, et c'est complètement artificiel. Donc, même si on vit 200 ans, on ne change pas la nature humaine. Simplement, il y a plus de gens à nourrir, il y a plus de gens sur la Terre. Donc, le vieillissement n'est tolérable qu'à condition que les vieillards continuent d'avoir une place dans la société, c'est-à-dire dans la production, dans l'activité, dans différentes choses. Autrement, effectivement, ça pose un très gros... Je voudrais dire qu'on s'imagine, parce qu'actuellement, on vieillit d'1 mois tous les ans. Enfin, la durée de vie augmente d'1 mois tous les ans. C'est extraordinaire. Mais c'est en train de changer. Aux États-Unis, ça y est, c'est fini. Et ça va sûrement arriver chez nous. Il se trouve que les pollutions, vraisemblablement, en particulier par l'agro-industrie, les pollutions pour tous les produits chimiques dispensés dans la nature et dans les produits qu'on mange, ont un effet
sur la santé, parce que là, on parle de choses merveilleuses, très sophistiquées, mais les gros problèmes de santé aujourd'hui, c'est des cancers qui sont dus à l'environnement, l'obésité, qui est due aussi à certaines façons de vivre, les allergies, qui sont dues à un environnement modifié. Donc, c'est pas l'avenir médical, le progrès médical n'est sûrement pas de sophistiquer de plus en plus, mais peut-être de faire une médecine pour tout le monde et d'éviter de faire de la prévention largement pour éviter toutes ces pollutions qui sont dramatiques. Donc je reviens juste sur le point du vieillissement. Il est vraisemblable que c'est fini, que tous les rêves de vivre 130 ans, ils s'arrêtent là. Les Américains, je vous dis, il y a un recul. Ils ont commencé à bouffer des pesticides avant nous, donc ils ont 20 ans d'avance, et nous, on va voir ça arriver. Merci. Allez, Jean-Michel Dubernard. Oui, non, avec Vincent, là, avec Laurent, les deux chirurgiens, on était quand même un peu surpris parce qu'on a eu l'impression qu'à certains moments, vous, Monsieur Testard, mais vous aussi, Monsieur Vincent, vous effleuriez quelque chose qui nous paraît absolument essentiel et qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent. C'est la génomique, le génome. Non, mais attends, c'est quand même, il est là. Vous savez combien combien ça vous coûte de vous faire votre génome, DNA et RNA, enfin tous vos gènes actuellement? Ça coûte combien, Monsieur Vincent? Je ne sais pas, mais c'est... $1.300. Chez Greg Venter, et pas en très cher. 2020, dans 5 ou 6 ans, ce sera $100. Oui, c'est alors que rien. c'était $1,5 million il y a encore 5 ans. Mais si vous me permettez d'aller plus loin, c'est quelque chose qui va nous permettre de mesurer toutes les prédispositions. Avec éventuellement quelquefois des possibilités thérapeutiques ou pas de possibilités thérapeutiques. C'est pour ça que je suis déçu par M. Testard. Et la question, et la véritable question, c'est que c'est aussi quelque chose qui a une puissance économique inimaginable. Actuellement, les boîtes qui s'occupent de génomique, elles sont où? Elles sont aux US. Et c'est qui? C'est Google. Je les ai visités. C'est des filiales de Google. L'ancienne Silicon Valley était en réalité entièrement investie aujourd'hui dans les nanotechnologies. Non, mais je parle pas des... Non, dans les converging technologies, notamment les technologies du vieillissement. Je parle de génomique et la principale boîte de génomique dépend de Google. Actuellement, il y en a une autre truc. Oui, mais c'est quelque chose qui vous prévoit le futur, que vous fait connaître vos prédispositions qu'on ne peut pas traiter. Et ça a quand même beaucoup de sens. Oui, mais la génomique, si on veut arriver à donner non pas l'immortalité, mais la quasi-immortalité. Ah, mais on veut pas. Non, mais attendez. Alexandre le Grand, à qui on a proposé qui veut le plus longue... peut avoir le moins, vous comprenez? Et alors, ça veut dire qu'on pourra bricoler une nouvelle espèce humaine, mais ça peut venir très vite si on clone les humains. À ce moment-là, on pourra les cloner à disposition, en supprimant tous les gènes qui inhibent la télomérase. Comment? Mais je ne le souhaite pas, nom de Dieu, moi c'est trop tard maintenant. Mais... Parce que c'est trop tard, il ne le souhaite pas, parce que c'est trop tard. Il l'a dit, il l'a dit. On continue avec Laurent Lantieri et ensuite Yvon Berlin. Alexandre le Grand, à qui on proposait soit une vie longue et ennuyeuse ou une vie brève et glorieuse, a choisi une vie brève et glorieuse. Le tout, c'est pas la longueur face à l'infini, c'est face... La vie traverse le temps. Vous avez des enfants, Monsieur Vincent? Vous avez un sens, c'est vous? Ma définition de l'immortalité, c'est ce que j'appelle la communion des saints. C'est emprunté à Bernanos, ce concept, et au credo des chrétiens. Ça veut dire qu'on transmet sa propre vie dans sa descendance génomique. Et surtout, mais attention, moi je suis pas curé, mais j'avais compris tout ça. N'oubliez pas cette dimension. Ce qu'on transmet, c'est l'amour qu'on donne à l'enfant. C'est toutes les valeurs qu'on lui donne, c'est tout ce qu'on lui donne en faisant de lui ce qu'il est, et on retrouve un peu de ce que vous êtes. Et c'est ça que j'appelle la communion des saints. 50% des gènes qui viennent du spermatozoïde et de l'ovule. Mais les spermatozoïdes et les ovules, ils sont eux-mêmes, ils ont été triés par la vie que vous avez menée. Allez, on redonne la parole à Laurent Lantieri. Oui, moi je voulais rajouter à ce que vient de dire Jean-Michel Dubernard, qui même s'il n'est que chirurgien... a une connaissance importante de l'immunologie, de la génomique et de beaucoup de choses. Sur la partie génomique, c'est vraiment extrêmement important. La médecine, avant l'arrivée de la thérapeutique, c'était une médecine personnalisée avec le médecin qui allait auprès de chaque malade, qui n'avait pas grand-chose à lui proposer, le soulager un peu, quelques médicaments qui existaient. Et puis sont arrivés les grandes
grands médicaments, d'abord avec les vaccins avec Pasteur, ensuite les antibiotiques, le miracle de Fleming. On a traité de manière massive des populations. Derrière, on a fait de l'évidence-based médecine, on voit de nouveau des médicaments qui apparaissent. Et là, maintenant, arrive une nouvelle... Et on voit que ce système est maintenant à bout de souffle, parce qu'on veut maintenant traiter des gens qui ne sont pas malades. On fait des syndromes pré-hypertensifs, on trouve des médicaments pour des gens qui... C'est la médecine du docteur Knock. Or, arrive maintenant, avec cette connaissance de la génomique, et avec ces facteurs qui sont des facteurs de prédisposition, et non pas des maladies. C'est ça qui est très important de comprendre. Il n'y a pas, à mon sens, de maladie génétique. Il y a des facteurs plus ou moins prédisposants, pouvant aller jusqu'à une maladie éventuellement. La nécessité d'avoir une médecine beaucoup plus personnalisée, et on le voit dans le cancer du sein, aujourd'hui on parle de détection massive. On voit qu'on est un peu à bout de souffle sur cette détection massive, même s'il faut continuer à faire des mammographies de détection, mais qu'il y a probablement des populations qui ont des facteurs favorisant le BRCA1, BRCA2, qu'il faudrait les identifier. Et c'est vrai aussi dans les infections. Il y a des populations qui sont beaucoup plus sensibles aux infections que d'autres. Il y a plus de méningite dans le nord de la France, et on ne sait pas trop pourquoi, probablement qu'il y a des facteurs génétiques. Il faut savoir adapter ces traitements, et je pense que l'avenir de la médecine, elle est là. C'est de faire une médecine plus personnalisée, avec des traitements plus adaptés à chaque individu. Allez, Yvon Berland, et ensuite on passe à vos questions. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent, notamment, médecine personnalisée grâce à la génomique, mais simplement, je voulais rappeler que c'est à Marseille, dans l'unité de recherche du professeur Lévy, dans l'Université de la Méditerranée, qu'on a mis en évidence le gène de la progéria, du vieillissement. Et donc, on sait maintenant, nous, comment, à Marseille, il faudra faire pour bien vieillir. On vous le dira plus tard. Hein. Allez, monsieur Testard. Non, je suis complètement d'accord avec le fait que ce qui va se développer de plus en plus en médecine, c'est la médecine prédictive à partir de la génomique, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Tant qu'on n'est pas capable d'appliquer des thérapies géniques, il y a très peu de moyens d'éviter un destin. Autrement dit, la génétique, elle est très peu médicale, elle est surtout policière. Il y a le traitement personnalisé. Pour aller un tout petit peu plus loin, je prends un exemple, celui du cancer de prostate avec métastase. Eh bien, si le traitement qu'on vous donne est terrible. Et il écrase, il tue la personne. Actuellement, il y a des études, là encore c'est aux États-Unis, qui font qu'on adapte le traitement en fonction de certains types génétiques. Et là, et c'est vrai pour bien d'autres maladies, et je crois que ça a énormément de sens pour, ce que disait Laurent, améliorer la qualité de vie, parce qu'on est là pour améliorer la qualité de vie, pas pour autre chose. On passe à vos questions, si vous voulez bien. Voilà. Alors, je ne sais pas où est le micro, on vous écoute. Est-ce que quelqu'un a le micro dans la salle? C'est moi, Parkinson. Je vois ça pas. Ça y est. Parkinson ici. Oui. Quand vous parlez d'individualisation, de génomique, etc., je ne suis pas un spécialiste de statistiques. Mais lorsque j'ai eu affaire à des études, ou que j'ai vu des études qui avaient été faites sur des prédispositions des agriculteurs au Parkinson ou d'autres choses, est-ce que vous les avez vus sous un angle scientifique et mathématique? Je m'explique. En général, on a fait varier 2, 3 éléments, et puis on a regardé ce qu'il y avait comme influence croisée éventuelle. On fait de la belle statistique, et on obtient des trucs aussi bien que l'augmentation de la température de la Terre. C'est très complet, mais c'est faux. Bon, on va peut-être vous apporter... Est-ce qu'il y a une réponse à apporter à ce commentaire? Je crois avoir compris la question, pas dans les termes où vous la posez, mais il est évident qu'actuellement, les prédispositions génétiques dont on parle, les facteurs de risque, c'est des corrélations entre une chose et des milliards d'autres qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on peut trouver des prédispositions à n'importe quoi, chez n'importe qui, on peut les quantifier, mais ça ne permet pas de savoir si cette personne sera malade, et ça ne permet pas non plus de la soigner, bien sûr. Allez, on va prendre une autre question parmi vous. Je ne sais pas où est je vois des mains qui se lèvent là-bas. Voilà, allez, on va aller vers le fond de la salle, prendre une ou deux questions, puis on reviendra ensuite. Voilà, si vous pouvez vous lever et si vous voulez vous présenter, merci. Voilà, je m'appelle Roger Tourelle. On dit que le cancer, on voit de plus en plus du cancer du sein. Et une des contre-indications du cancer du sein, c'est le TSH, c'est-à-dire le traitement substitutif hormonal. Est-ce qu'on peut conclure que ce traitement va faire exploser le cancer du sein? Si c'était le cas,
Étant donné que ce traitement ressemble beaucoup à la pilule, que peut-on dire de la pilule? Bon, je vais essayer de répondre à cette question parce que le cancer du sein est un sujet que je connais bien. Il y a effectivement une corrélation claire entre la mise en route de traitements hormonaux substitutifs et avec une augmentation du risque de cancer. Mais là encore, ça dépend aussi du type de patient. Il est clair qu'il y a des groupes de patients pour lesquels il ne faut pas mettre de traitement hormonal substitutif car le risque est très important. Soit ils ont effectivement ce gène BRCA1, BRCA2 ou un autre qu'on ne connaît pas ou un risque statistique familial et là on sait qu'on risque de faire flamber ce risque. Mais dans d'autres populations où il n'y a aucune historique, rien du tout, probablement que ce traitement ne porte pas de risque. Sur votre question de la pilule, c'est une question qui revient régulièrement. C'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que si on dit oui, la pilule peut augmenter le risque, il y a aussi le fait que plus on a une maternité tardive, plus on a un risque de cancer du sein. Et évidemment, si vous prenez la pilule, c'est pour avoir une maternité peut-être plus tardive. Mais ce n'est pas la pilule en tant que telle qui est la responsabilité. La corrélation que l'on a entre deux événements n'est pas forcément la causalité. Et ça, c'est très important dans notre société. Nous sommes dans un système complexe entre les facteurs environnementaux, nos facteurs intrinsèques, nos facteurs génétiques, nos facteurs alimentaires. Et vouloir analyser un élément où on voit qu'on a une corrélation ne veut pas dire qu'en modifiant cet élément-là, on va absolument guérir tous les patients. Je crois que c'est très important. C'est pas pour ça que demain, il faut supprimer la pilule et supprimer le traitement hormonal substitutif. Il faut simplement le donner à bon escient. Merci. Allez, on prend une dernière question. Si vous voulez bien, parmi vous, si vous voulez lever la main, peut-être que... Alors, vous êtes exprimé, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui souhaitent s'exprimer? Non? Voilà, allez, une dame, là, regardez. Une dame sur la droite. Là, excusez-moi, monsieur, mais on essaye de donner la parole un petit peu à tout le monde. On vous écoute. Oui, bonsoir, Michou Poli. Je voulais aussi dire que peut-être on trouve mieux les cancers du sein parce qu'on les cherche plus. Et en cas de traitement substitutif hormonal, c'est aussi parce que les femmes sont mieux suivies. Je crois qu'il y a aussi là un biais de recrutement qu'il faut souligner. Non, il y a une augmentation du nombre de cancers du sein dans tous les pays occidentaux. Ce n'est pas parce qu'on les trouve mieux, c'est parce qu'ils sont en augmentation. On les détecte certes plus tôt, mais il y en a de plus en plus. Il y a aussi une augmentation du cancer de prostate. Mais c'est vrai, c'est vrai pour la prostate, mais pour le sein, si je peux me permettre de dire quelque chose, on retombe sans arrêt sur la personnalité, sur ce qui est personnel, sur le génomique et tout ça. Pour le sein, vous savez très bien, enfin tu sais très bien comme moi, qu'il y a actuellement des études très récentes qui prouvent que les trop de mammographie déclenchent un certain type de cancer du sein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'avec les deux chirurgiens, on a voulu pousser ce débat vers la génomique, parce que je crois que c'est quelque chose d'essentiel, ça peut tout bouleverser. Oui, peut-être un mot quand même, Yvon Berland, sur le cancer de la prostate. C'est comme cancer du sein en forte augmentation également, et on l'a vu au cours des dernières années, mais Max connaît bien ce sujet. C'est en augmentation, mais il y en a pour lesquels il faut attendre, il y en a pour lesquels il faut se précipiter d'opérer, et la prise en charge thérapeutique, elle est sans doute personnalisée. Et c'est exactement ce qu'on essaye de dire depuis le début, c'est que les progrès dans ce domaine sont, me semble-t-il, essentiels. Et cette médecine, la mesure des prédispositions d'un patient et la médecine personnalisée par la suite sont des éléments qui vont, à mon avis, transformer la médecine, mais qui la transforme déjà. Le cancer de prostate dont on parlait tout à l'heure, c'est des études qui datent d'il y a 4-5 ans aux US. L'histoire de la fille, j'ai oublié son nom, le cancer du sein et la mammo, c'est des choses qui existent, qui sont déjà récentes. Donc tout ça va évoluer et c'est, à mon avis, ce qui va marquer la médecine dans les années à venir. Le traitement pour les greffes, c'est exactement la même chose. En ce qui concerne les statistiques, pour le cancer de la prostate, j'en ai vu une paraître récemment que si on fait l'amour 6 fois ou 3 fois par semaine, ça retarde l'apparition, ça supprime l'apparition des cancers de la prostate. Mais à partir d'un certain âge, il faut quand même savoir quel âge du... De faire l'amour 3 fois par semaine, au moins. Pas de cochonnerie, monsieur. Pas de cochonnerie. C'était publié dans Nature. Pas de cochonnerie. Non, dans Science. Mais il a raison quand même. On est obligé de reconnaître. Non, mais c'est une impossibilité à partir d'un certain âge, qui est évidemment l'âge du cancer de la prostate. Le plaisir des dieux. Alors, c'est sur cette transition pleine d'humour que je vous propose de passer au dernier moment de ces rencontres capitales. Messieurs,
L'objectif de ces rencontres capitales est bien que chacun reparte d'ici avec des idées pour changer le monde. Aussi, chaque intervenant va avoir 2 petites minutes pour nous faire partager son ambition. Et je sentais le professeur Vincent très en verve, donc je vous propose de commencer et de nous faire partager vos idées pour contribuer à la réflexion, à changer le monde. Moi, proche de la fin de ma vie, je suis devenu anarchiste après avoir été à gauche, à droite, un peu partout. Je suis arrivé à la conclusion que la seule solution pour l'humanité de s'en tirer, c'est de revenir à ses bases, c'est-à-dire à la nécessité de l'entraide et de la solidarité entre les peuples et de renouer au local et grâce aux communications entre ces sites où on se retrouverait la convivialité et la proximité de l'autre qui est indispensable à l'homme, on pourrait en même temps créer de grands réseaux et cette mondialisation ne ferait plus peur puisqu'elle encouragerait au contraire la proximité et l'entraide entre les humains qui se voient, se regardent, se touchent, parlent entre eux. Merci. Voilà, je vous propose de basculer de l'autre côté du plateau et de poser la même question au professeur Laurent Lantieri. Si je savais comment sauver le monde, je ne serais pas là. Je suis en train de faire des grandes messes un petit peu partout dans le monde entier. C'est pas la question. Moi, je crois que quand je vais dans les lycées pour parler de mon métier, de ce que je fais, la chose que je dis aux jeunes, c'est faites ce que vous avez envie de faire avec passion et jusqu'au bout. Et je pense que si chacun allait avec passion jusqu'au bout et avec enthousiasme, eh ben, le monde irait beaucoup mieux. Merci Laurent Lantieri. Donc, bascule à ma gauche avec Jacques Testard. Bon, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, à côté de la médecine spectaculaire, de choses absolument sophistiquées qui vont servir à quelques personnes et marcher plus ou moins bien, on peut souhaiter une médecine qui s'intéresse à toute l'humanité, qui s'intéresse à des pathologies graves largement répandues, donc qui dépassent notre pays, bien évidemment. Et pour finir sur le thème de l'éthique, on avait commencé là-dessus, qui peut dire l'éthique? À mon avis, c'est pas un comité, c'est pas une profession, c'est pas une personne. L'éthique, elle doit être dite par les citoyens. C'est eux qui payent le progrès et c'est eux qui le subissent, ou qui en profitent. Donc, par les citoyens, je signale qu'il existe des procédures de délibération citoyenne qui sont assez bien codifiées, que vous pourrez trouver sur le site de la Fondation Sciences Citoyennes que je préside, et qui s'appellent les conventions de citoyens. Et chaque fois qu'une nouvelle technologie, une nouvelle proposition, une innovation peut poser problème, il faudrait s'en remettre à ce type de structure, de citoyens tirés au sort, parfaitement éclairés de façon contradictoire sur les tenants et les aboutissants pour émettre un avis. Reste juste à dire comment on reconnaît qu'il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes si une technologie s'oppose aux principes républicains de liberté, égalité, fraternité, s'oppose à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1946, donc qui reconnaît l'altérité des autres, le respect des autres, par exemple, et si elle s'oppose aux caractéristiques, finalement, on pourrait dire, naturelles et culturelles de notre condition humaine, par exemple, que nous sommes tous nés d'une femme, que nous sommes tous mortels, que nous sommes des fruits du hasard. Voilà le genre de choses qui, chaque fois qu'on va contre ça, il faudrait peut-être ne pas s'y opposer radicalement, mais passer par l'avis de comités de citoyens tels que je les ai évoqués très vite. Merci Jacques Testard. Alors, je me tourne vers Jean-Michel Dubernard. Quelle est votre ambition, votre intuition, votre idée pour changer le monde? Les choses sont très simples. On ne va pas reparler de médecine régénérative, on ne va pas reparler de génomique, mais c'est essentiel. Moi, ça va vous surprendre, mais je rejoins presque M. Vincent, dans la mesure où, actuellement, moi, quand j'étais petit, j'étais à Médecins sans frontières, et j'ai envie de parler de santé sans frontières, de santé du monde. Quand je vois les inégalités effrayante. Dans mon service, on n'a pas vu de fistule vésico-vaginale depuis 30 ans. En Afrique, il y a actuellement 4 millions de femmes qui ne vivent pas parce qu'elles ont des fistules vésico-vaginales. Et il y a de telles inégalités, de telles inimaginables, que je pense que l'effort que nous devons faire aujourd'hui tous, quel que soit le pays où on appartient, le pays développé où on appartient, c'est d'essayer de bouger cette espèce de structure archaïque qui s'appelle WHO, l'OMS, pour la faire aller pour de bon vers un sens, vers une meilleure
égalité de la santé, parce que la santé, il y a les soins, mais il y a aussi la santé en général des populations, la faim, les maladies, les infections. Et je crois que c'est dans ce domaine qu'il faut, à mon avis, faire des efforts. Et je sens que c'est quelque chose qui est en train de se préciser, d'apparaître, avec la notion de mondialisation, même si ça peut choquer certains, et puis il ne faut pas utiliser le terme en ce moment, mais avec la notion de mondialisation, on sent quand même que cette dimension sanitaire prend une place qui, de mon point de vue, devrait changer le monde dans les années à venir. Merci, merci. Merci de votre témoignage. Et professeur Yvon Berland, vous qui êtes à l'interface de la santé et de la formation à grande échelle des jeunes, des étudiants, en étant président d'une grande université française, quelle serait votre ambition ? L'ambition, il va vers un rêve de plus de solidarité, moins d'égocentrisme, et puis des actions très spécifiques. Vous le disiez, en étant au cœur de la formation des jeunes, obliger les pays industrialisés à faire en sorte que leurs jeunes étudiants aillent pendant quelques mois aider les pays moins favorisés et faire en sorte, par exemple, que ces jeunes médecins en formation, qui sont formés avec beaucoup de chance dans des pays industrialisés, aillent vacciner tous les petits qui meurent de maladies infectieuses et qui pourraient demeurer vivants de très longues années, et que ce soit une obligation faite aux pays les plus favorisés d'aider les pays moins favorisés. Des milliers d'enfants meurent par manque de vaccination. C'est très simple, on a les vaccins, on a une nation de jeunes qui pourraient être là pour aller aider ces pays et en même temps, en allant sur le terrain, former également des jeunes pour qu'ensuite le relais soit pris. Merci. Alors, si l'objectif de cette grand-messe de la pensée que sont les rencontres capitales était d'ouvrir, contribuer à ouvrir un peu plus nos pensées pour appréhender un monde en mutation accélérée, eh bien ce débat et les 23 autres qui se sont déroulés ici démontrent que cet objectif est atteint. Les milliers de participants, on m'a dit 10 000 tout à l'heure, prouvent l'appétit de nos concitoyens à Marseille et dans cette région pour s'approprier les défis qui frappent à notre porte et ne pas en laisser la seule responsabilité aux experts, aussi géniaux soient-ils, excusez-moi messieurs. C'est là aussi tout le sens de la participation d'un média grand public comme La Provence. Chers auditeurs, merci de votre présence fertile. Chers professeurs, merci de votre participation lumineuse. Bonne soirée et bon vent à tous. des sans-travail se multiplient. Ça bouge, mais ça ne change pas. On a vraiment l'impression qu'on est tous dans le même sac. Maintenant, le temps est compté. Non, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Cette crise financière marque la fin d'un monde. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. La crise écologique est là, la menace climatique est là. La nature est une ressource qu'on croyait éternellement abondante. Ce n'est pas vrai. Les fleuves, les eaux, les montagnes, la terre redeviendra verte. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous dans le monde prestigieux des idées. La question c'est que faudrait-il pour que l'humanité modifie ses habitudes? Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Yes, we can. This is just another lost cause, Mr. Payne. I have a dream. C'est l'amour, la force qui nous rend pleinement